Bonjour à tous. En 1880, Émile Zola publie un ouvrage intitulé « Le roman expérimental », qui sera considéré comme le manifeste du courant littéraire naturaliste. En effet, après le mouvement romantique, il convient de donner un nouvel élan à la création littéraire. Pour Émile Zola, le roman doit être le reflet de la stricte vérité. Et pour cela, il fait appel à l'étude scientifique. Sa démarche créative s'inscrit dans une démarche objective qui lui impose de décrire le monde tel qu'il est. Il existe là une recherche logique entre le sujet et l'événement transcrit. La société en général doit être un sujet d'observation pour l'auteur. Il doit s'en inspirer pour analyser les faits au plus près. Le point de départ est un fait réaliste, et l'auteur va s'en servir pour établir une réalité tirée de l'expérimentation. L'auteur observe son quotidien et en fait une matière dont il peut tirer un roman. C'est par l'observation, et donc le regard qu'il porte sur son temps, que l'écrivain produit son œuvre. Il écrit dans le roman expérimental « L'œuvre devient un procès-verbal, rien de plus. Le roman naturaliste est une expérience véritable que le romancier fait sur l'homme en s'aidant de l'observation. » Il faut savoir que cette théorie arrive comme une réaction au romantisme et au symbolisme, qui se définissent sur un plan vertical. La réalité doit avoir une place prépondérante dans la création et ne plus s'extraire d'un plan horizontal. Le roman devient ainsi un laboratoire où l'auteur, en expérimentateur, manipule les variables pour en tirer des conclusions sur la nature humaine. Voici les points clés de cette théorie. L'observation et l'expérience, le déterminisme, la visée scientifique. En dehors de Zola, d'autres prennent aussi cet exemple. Bien que Flaubert ait cherché longtemps sa voie entre romantisme et réalisme, dans 3 contes, il part de l'attention qu'il faut porter aux petits faits vrais. C'est également ce qu'il fera dans Madame Bovary, à partir d'un fait divers, le suicide de Madame Delamarre dans le village de Ruillé en Normandie. Zola défend l'idée d'un déterminisme, en pensant que les actions et le caractère des personnages sont déterminés par des facteurs physiologiques comme l'hérédité, les critères sociaux ou encore l'éducation. Il va plus loin en 1885 avec Germinal, inspiré de la grande grève des mineurs d'Anzin qui a lieu en 1884 dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Fidèle à sa méthode naturaliste, Zola a voulu se documenter de manière exhaustive pour donner à son roman une base solide et réaliste. Il s'est rendu sur place, dans le nord de la France, et il a mené une véritable enquête de terrain. Il a non seulement visité des mines, il est même descendu au fond d'un puits, mais il a aussi rencontré des mineurs, recueilli leurs témoignages, observé leurs conditions de vie et collecté des informations précises sur le fonctionnement de l'industrie minière. Il est attaché à la vérité, mais aussi à dénoncer les discriminations sociales et s'inspire des luttes ouvrières de son temps. Par ailleurs, il existe chez Zola un goût immodéré pour la justice, et il n'aura de cesse de dénoncer, d'invectiver, de mettre en lumière les actions de justice de son temps. La vérité est en marche et rien ne pourra l'arrêter, dit-il dans son fameux J'accuse concernant l'affaire Dreyfus. Chez Zola, la doctrine du roman réaliste répond à cette soif de justice. Émile Zola ne dit pas que le romancier doit être naturaliste, mais qu'il doit tendre à l'exposition d'une certaine vérité et tenter de s'en approcher au plus près, quitte à n'analyser que quelques fragments d'une vie entière. Étant naturaliste, le romancier ainsi s'éloigne du mensonge créé par la fiction. Il enrichit le lecteur et utilise l'argumentation scientifique pour dévoiler sa pensée. Il y a dans cette assertion tout le désir de Zola de se sentir utile au lecteur en l'enrichissant d'un savoir qu'il ne possède pas. L'attitude peut paraître professorale. En faisant cette comparaison, Zola se place d'ores et déjà dans la peau d'un scientifique. Il est celui qui expérimente et qui rend un travail en lien avec ses observations. Le roman n'est pas là pour nous faire rêver, mais pour nous informer. Pour Zola, toute création doit servir la doctrine réaliste. C'est le cas pour le tableau de Manet
et de sa peinture Olympia, qui fit scandale à l'époque puisque montrant une prostituée nue sur un lit, tout comme L'origine du monde de Gustave Courbet, peint en 1866. Néanmoins, il sera reproché à Zola cette tentative de détournement de la création littéraire de son objectif artistique. En effet, l'écrivain n'est pas un historien, et on ne lui demande pas de justifier une certaine réalité, puisque le romancier, par l'objet de sa création, n'a pour matière que les mots dont il se sert. Toute création est forcément une trahison, et ne peut être confondue avec la toute simple vérité. Même un article écrit par un journaliste relatant des faits réels ne peut échapper à une certaine subjectivité, celle de l'œil de celui qui regarde, et donc d'un prisme altéré par son fort intérieur. La réalité est toujours subjective, car même un romancier ne dispose pas de toute la connaissance lui permettant d'écrire une œuvre au réalisme parfait. Par ailleurs, une œuvre qui s'inspirerait de la réalité serait une chronique, et non pas un roman. Le naturaliste scientifique expose des faits réels, observés et expérimentés, alors que l'écrivain ne fait que décrire des situations, des événements. Il s'ensuivra le Manifeste des Cinq, publié dans le Figaro le 18 août 1887, suite à la publication du roman La Terre en plusieurs épisodes. Je mets l'intégralité de ce manifeste en barre d'infos de cette vidéo. Les 5 signataires sont d'anciens disciples de Zola, de jeunes auteurs qui décident de se désolidariser de Zola en trouvant qu'il va trop loin. Ce manifeste reprochera à Émile Zola de se perdre dans le vulgaire, l'obsessionnel, le voyeurisme et de répéter l'opération à des fins mercantiles qui ternissent son œuvre, bien que celui-ci possède d'indéniables talents d'écriture. Ce pamphlet a eu un retentissement considérable et a marqué un tournant. Il a officialisé une crise qui couvait au sein du mouvement naturaliste et a ouvert la voie à de nouvelles tendances littéraires, comme le symbolisme ou le décadentisme, qui allaient se développer à la fin du XIXe siècle. Il a également isolé Zola, qui a dû se défendre publiquement face à cette attaque de la part de ses propres disciples. Le manifeste était certes un peu dur, et Zola reste un très grand écrivain de son temps. Néanmoins, l'écrivain doit-il être au service de la science ou la science au service de l'écrivain? La question reste posée. À très bientôt.